Pécresse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Beaucoup de sujets avec vous qui concernent la région Île-de-France, son économie, les suites de la grève, le remboursement du pass Navigo que vous avez obtenu, les conséquences évidemment sur le tourisme de la crise épidémique en Chine. Mais d'abord cette question, vous qui avez déménagé tout le conseil régional à Saint-Ouen, pourquoi ne pas déménager la gare de l'Est en banlieue comme le proposition choc de Benjamin Griveaux, hier dans le cadre des municipales? Je crois que ce projet, il n'est ni nécessaire ni souhaitable. Et je vais m'y opposer farouchement. Je vais m'y opposer farouchement parce que, d'abord, il coûtera des milliards. Il prendrait... 1,5 milliard. Non. Ça, c'est totalement fantaisiste. Pour changer complètement tous les trains et toutes les voies, il faudrait au moins une dizaine de milliards. Il faudrait 20 ans. Il faudrait couper la circulation sur les rails de la gare de l'Est pendant des années. Tout ça est totalement irréaliste, mais surtout, ce serait une preuve de mépris donné à tous les Seine-et-Marnais, les habitants de l'Est de l'Île-de-France, pour lesquels je me bats en permanence contre le gouvernement, pour leur donner des transports dignes, pour leur donner une ligne P enfin électrifiée. C'est les dernières lignes non électrifiées. Provins, Coulommiers, La Ferté-Milon, Meaux, toutes ces villes qui font le dynamisme de l'Île-de-France, toutes ces villes dont sont partis les gilets jaunes, parce qu'ils se sentaient relégués en grande couronne, en grande périphérie, abandonnée du regard et des services publics. Donc, bien évidemment, je défendrai le maintien de la gare de l'Est au centre de Paris pour que tous les habitants du Grand Est, qui ont financé le TGV Est, tous les habitants de l'Aube, de la Marne et de la Seine-et-Marne puissent arriver dans Paris. Mais c'est totalement irréaliste de les envoyer en Seine-Saint-Denis, dans une zone, puisqu'on parle de la porte de la Villette, dans une zone, la porte de la Villette, qui n'est desservie que par une seule ligne de métro, la ligne 7, qui est déjà saturée. Mais pourquoi ne pas imaginer que vous étendiez, qu'on étende Paris? Paris est petit par rapport à une ville comme Londres, par exemple. Pourquoi ne pas imaginer qu'on désengorge, qu'on désembouteille un peu Paris pour que, effectivement, la banlieue profite aussi de l'arrivée des voyageurs, des impacts économiques? Pardon, attendez. Là. Madame Artichoux, mettez-vous à la place de quelqu'un, un habitant de Provins qui arrive à la gare de l'Est, il est en plein cœur de Paris. Vous allez l'envoyer en Seine-Saint-Denis, vous allez lui rallonger son trajet de 20-30 minutes par jour, alors qu'il fait déjà 1 heure de train. Enfin, c'est totalement irréaliste. Et j'ajoute que la période de travaux sera ingérable. Je croyais que M. Griveaux voulait un moratoire sur les travaux dans Paris. Alors moi, j'ai une autre proposition. Si on veut vraiment mettre des espaces verts dans Paris, si on veut vraiment dépenser des milliards d'euros pour verdir Paris... Faire un Central Park, un poumon, un énorme poumon vert dans Paris. Ça, le but est respectable. Mais si on veut l'atteindre, mais c'est très simple. Si M. Griveaux a 10 milliards d'euros à investir, ce qui serait le coût du projet, eh bien, il n'a qu'à couvrir une partie du périphérique. Il n'a qu'à couvrir les voies ferrées dans Paris. Alors, comment vous la qualifiez ? Si vous couvrez les voies ferrées et que vous plantez des espaces verts dessus, ce sera magnifique. Et ça ne gênera personne. Donc, vous la qualifiez comment? D'irréaliste, cette proposition, d'absurde? C'est une proposition un peu de panique d'un candidat qui voit les choses lui échapper? C'est vraiment une proposition qui n'est pas souhaitable, pas réalisable, et en plus qui traduit un immense mépris pour les banlieusards. Je le dis, la gare de l'Est n'appartient pas qu'aux Parisiens, elle appartient aussi à la France, elle appartient aux habitants aussi du Grand Est. Rachida peut gagner Paris, Rachida Dati, pardon, peut gagner Paris. Écoutez, moi je connais Rachida depuis très longtemps, elle a d'immenses qualités et je pense qu'elle a les qualités pour être maire de Paris. Mais je crois aussi qu'il faut qu'elle accepte d'élargir la droite, il faut qu'elle accepte de rassembler autour d'elle. La stratégie qui consiste à se replier uniquement sur le noyau dur des Républicains ne permettra pas à la fin de gagner Paris parce qu'elle ne rassemble pas suffisamment. Sa stratégie n'est pas bonne. Vous avez vu qu'elle monte dans les sondages, un sondage Odoxa pour le Figaro ce matin, qui la donne à 20 points. Elle monte. Non, mais c'est parce qu'elle a des qualités personnelles qui sont très fortes. Et elle incarne une alternance résolue à Anne Hidalgo que je souhaite. Mais là encore, je le dis, moi je pense qu'elle aurait tout intérêt à soutenir un Pierre Lissia, qui est le chef de file de Libre dans l'Est parisien, qui se bat Libre, depuis... c'est le mouvement que vous avez créé. Bien sûr, qui depuis des années se bat pour la réhabilitation de la porte de la Chapelle, qui se bat pour l'Est parisien, qui partage toutes les valeurs que Rachida Dati dit défend. Pardon, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui Valérie Pécresse, vous dites
à Rachida Dati, c'est votre message. Investit Pierre Licia, soutient Pierre Licia, qui est mon représentant de Libre à Paris dans cet arrondissement. Sinon... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, nous n'avons pas d'accord à ce stade entre Libre et les Républicains sur Paris. Et Pierre Licia sera le test décisif. Et si nous n'avons pas d'accord sur les personnes et sur le projet, un accord global, eh bien à ce moment-là, je soutiendrai arrondissement par arrondissement les candidats qui me semblent les plus à même d'incarner l'alternance à Anne Hidalgo. Et évidemment, moi, je pense que Rachida Dati a tout intérêt à conclure cet accord. Ça veut dire que vous continuez, par exemple, de soutenir M. Goujon dans le 15e arrondissement, alors que LR a investi Agnès Evren la semaine dernière. Moi, je crois que nous avons tout intérêt à nous appuyer sur les maires d'arrondissement de droite qui ont fait du bon travail. Parce que derrière une élection municipale, il y a aussi le bilan et la personnalité, l'humanité des maires. Donc, c'est pas, ça vous a, comment dirais-je, contrarié. C'est pas, vous avez jugé que ce n'était pas une bonne stratégie de la part de Rachida Dati d'obliger LR à investir Agnès Evren. Je viens de vous dire exactement ce que je pense. Je pense qu'il faut rassembler pour le deuxième tour. Rachida Dati est aujourd'hui, avec toutes ses qualités, en mesure d'incarner l'alternance. Pour que cette alternance soit crédible, il faudra rassembler au deuxième tour. Donc, ce n'est pas une stratégie gagnante, à votre avis? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la stratégie... Pour gagner, il faut rassembler. Madame Artichou, vous essayez de me faire dire ce que je ne dis pas. J'essaye de comprendre ce que vous dites. C'est différent. Eh bien, je le dis, je le répète. Pour gagner, Rachida Dati doit rassembler. C'est ça. Mais je n'ai pas dit qu'elle ne le ferait pas. J'ai dit qu'à ce stade, nous n'avions pas d'accord de rassemblement. Donc, vous voyez, il ne faut pas changer. J'espère qu'elle le fera. Mais enfin, Paris rend fou, non ? Électoralement. On a appris il y a quelques instants que Cédric Villani ne serait plus considéré comme un adhérent à En Marche mercredi. C'est ce que le patron du parti, Stanislas Guerini, vient de dire. Hier, il a été reçu par le président Macron. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la façon dont le président a géré cette affaire politiquement ? Et je vais vous dire, moi, ça me conforte, cette division d'En Marche, ça me conforte dans l'idée que quand il y a une crise de leadership ou une contestation du leadership, eh bien, il faut faire des primaires. Si l'AREM avait fait comme nous l'avions fait au moment où Nathalie Kosciusko a décidé de se présenter à Paris, une primaire ouverte avec tous les adhérents de l'AREM et les sympathisants qui votaient et qui choisissaient, aujourd'hui, vous n'auriez qu'un candidat, l'AREM à Paris. Et avec un seul candidat, vous auriez le rassemblement. Et par ailleurs, cette primaire aurait permis de confronter les projets et d'éviter les aberrations de dernière minute comme ce déménagement improvisé et mal ficelé de la gare de l'Est. Et c'est aussi, on aura l'occasion d'en reparler, mais un message pour les Républicains avant la présidentielle. Pour l'ensemble de la droite. Pour l'ensemble les primaires. Bien sûr, pour l'ensemble de la droite. Comment faire aujourd'hui pour incarner une grande alternative à Macron sans rassembler les Républicains, ceux qui n'y sont plus, et par ailleurs le centre droit que nous devons faire revenir et qui pour l'instant a plutôt cédé pour certains de ses membres aux sirènes macronistes. Il faudra convaincre Christian Jacob, le patron du parti, qui pour l'instant n'est pas pour. Oui, mais quand on regarde Paris, ça peut faire réfléchir. Vous l'espérez en tout cas. Vous allez rencontrer Benjamin Griveaux ? Il a dit qu'il allait vous rencontrer. Absolument. Benjamin Griveaux m'a demandé rendez-vous. Moi, j'ai rencontré tous les candidats à Paris, Rachida Dati, M. Ganzer, Pierre-Yves Bournazel. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de travailler en harmonie avec la ville de Paris. La région Île-de-France ne peut pas, en responsabilité, ne pas développer des relations les plus solides possibles avec la mairie. Alors, sur le fond, il propose une police municipale armée. Anne Hidalgo ne souhaite pas qu'elle soit armée. Quelle est votre conviction ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut armer les polices municipales. En tout cas, la situation à Paris, comme malheureusement dans toute l'Île-de-France, c'est celle d'une montée des violences. Les violences ont monté d'un cran. Et malheureusement, on le voit dans toutes les villes de banlieue aujourd'hui, la tendance est inéluctablement à l'armement progressif des polices municipales. Alors, l'armement, qui dit armement dit évidemment formation, qui dit armement dit évidemment déontologie, dit recrutement vraiment de personnel qualifié. On parle d'armement létal, hein. Vous m'avez bien compris. J'espère qu'on m'a bien compris, parce qu'Anne Hidalgo, elle dit oui, on va armer bien sûr, mais les armes létales, je suis contre.
vous êtes favorable aux Et armes moi, létales moi pour ce les que je polices sais, municipales. c'est qu'il y a quelques années, à Villiers-sur-Marne, une policière municipale s'est fait tuer d'une rafale de Kalachnikov alors qu'elle poursuivait des braqueurs. Ce que je sais, c'est que M. Mérabet s'est fait tuer qui était un policier, s'est fait tuer en bas de Charlie Hebdo par des terroristes. Aujourd'hui, nous avons des armes de guerre qui circulent dans l'Île-de-France. Et donc, je crois que c'est plus rassurant pour nos policiers d'être armés. Et par ailleurs, moi, je les équipe dans toute l'Île-de-France de caméras piétons, de façon aussi à faire baisser les tensions, baisser les violences et à garantir leurs conditions d'intervention. Christophe Castaner a annoncé hier le retrait immédiat d'une grenade lacrymogène controversée, la GLIF 4, à l'origine de plusieurs blessures graves de manifestants. Il a eu raison de prendre cette décision. C'est sa responsabilité. Et bien évidemment, s'il y a des armes qui présentent un danger, il doit les retirer. Je n'ai pas l'expertise technique pour en juger. Mais en revanche, là encore, je le dis, il n'est pas question qu'on désarme nos policiers. Franchement, les violences que nous avons vues depuis des semaines, les saccages, les pillages, font que l'insécurité a vraiment fait un bond en Île-de-France. Vous savez, je suis obligée de recruter encore 250 personnes supplémentaires pour assurer la sécurité des réseaux cette année. En 5 ans, j'aurais recruté 1000 personnes de plus pour assurer de la présence humaine sur tout le réseau de transport de l'Île-de-France. Et malgré cela, la délinquance augmente parce que le ministère de l'Intérieur a dû retirer 350 policiers de la police des transports. Donc vous voyez bien que ces sujets de sécurité, ils sont cruciaux. J'ai été obligée en avril dernier de créer des brigades régionales de sécurité pour assurer la sécurité des lycéens face aux intrusions, à la guerre de bandes, face aux guerres de gangs, face au trafic qui malheureusement gangrène nos quartiers. Donc vous savez, l'insécurité, elle mérite d'être traitée avec nos forces de police et elle mérite d'être soutenue. Oui, mais alors justement, Christophe Castaner, le gouvernement et même Emmanuel Macron ont changé de ton par rapport aux violences policières. Est-ce qu'ils ont eu raison d'entendre tous ceux qui disaient « ça suffit, ça suffit ». D'ailleurs, ils récusent toujours, eux, au ministère de l'Intérieur, le terme de violence policière. Mais ils ont pris davantage en compte les plaintes qui étaient faites contre ceux qui se livraient à des bavures. Ils ont eu raison. Je l'ai dit, je récuse totalement ce terme de violence policière. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça consiste... comme le ministre de l'Intérieur. Mais parce que ça consiste à mettre sur le même plan les violences, vraiment, les violences auxquelles nos forces de l'ordre doivent faire face, dont ils nous protègent, Madame Martichoux, et les fautes professionnelles de policiers. Les fautes professionnelles, ça existe. C'est des fautes individuelles, elles doivent être sanctionnées, mais elles ne doivent pas conduire à jeter l'opprobre sur toute une profession. Est-ce que vous dites, comme d'autres, que le gouvernement, a eu tort parce qu'il doit soutenir par principe et sans aucune réserve les forces de l'ordre ? Moi, je soutiens par principe et sans réserve les forces de l'ordre, mais ça ne m'empêche pas, lorsqu'il y a une faute individuelle, de la sanctionner. Dans toutes les professions, il y a des fautes individuelles. Dans toutes les professions, il y a des erreurs. Et ces erreurs, elles doivent être sanctionnées. Donc vous ne dites pas, comme certains à droite, que le gouvernement a eu tort dans son discours. Moi, je dis qu'il faut être entièrement derrière les forces de l'ordre, ne pas accepter ce terme de violence policière et ne pas désarmer les forces de police. La question est simple. Est-ce que le gouvernement affaiblit ou pas les forces de l'ordre lorsqu'il met en avant d'éventuelles bavures ? Est-ce qu'il l'affaiblit ? Oui ou non ? Si une bavure existe... Non, mais attendez, Madame Martichoux, c'est simple. Si une bavure existe, il faut la reconnaître. Il faut pas, on ne va pas couvrir des bavures. Mais en revanche, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et sanctionner. Mais en revanche, on doit être sans faille derrière nos forces de l'ordre. Aujourd'hui, ce qu'elles subissent depuis des mois, c'est inouï, c'est inimaginable. Et on en a besoin. Et il ne faut pas les démoraliser. Vous savez, quand j'entends les policiers qui disent « on veut quitter », l'Île-de-France parce que c'est trop dur, parce qu'il y a trop de trafic, parce qu'en plus il y a le risque islamiste, parce qu'il y a les saccages et les pillages toutes les semaines. Je veux dire, moi je passe mon temps à essayer de les fidéliser. Je suis même en train de travailler à voir comment je vais pouvoir réserver des quotas de logements sociaux pour fidéliser les policiers en Île-de-France. Donc vous savez, face à l'explosion de la violence et de l'insécurité, on a besoin d'être derrière nos forces de l'ordre. Est-ce que vous avez une idée de la facture que va coûter à la région plus de 7 semaines de grève contre la réforme des retraites ? La facture se chiffrera en centaines de millions, bien sûr, en centaines de millions, et en centaines de millions pour les commerçants, pour les artisans, pour les restaurateurs, pour toutes les hôtelleries. En centaines de millions, 300, 500 C'est inchiffrable à ce stade, parce que d'abord la grève n'est pas terminée, Madame Martichoux. Aujourd'hui, on a encore une situation qui n'est pas totalement revenue à la normale, et vous le savez, on a encore des journées d'action. Donc
moi, je ne sais pas à ce stade vous chiffrer le bilan total de la grève. Ce que je sais, c'est qu'il faut tirer un bilan. Et ce bilan, il me conduit à dire plusieurs choses. D'abord, c'est pas normal que le gouvernement refuse, comme il l'a fait il y a quelques mois, qu'on demande un préavis de 72 heures avant la grève. Le gouvernement a voulu laisser les 48 heures légales et a refusé ma proposition de passer à 72 heures. Ça rend totalement imprévisible pour tous les franciliens qui se déplacent, les transports et pour tous les Français. C'est pas possible. Il faut passer à 72 heures de préavis. Ensuite, il faudra un service minimum garanti. Les heures de pointe doivent être sanctuarisées. Comme à l'hôpital, on soigne les malades quand on est en grève, les grévistes doivent assurer les transports. Et puis, moi, j'ai lancé l'automatisation de la ligne 13 de métro, qui a été la ligne la plus sinistrée pendant ces grèves et qui n'est toujours pas revenue à la normale. Et qui sera automatique quand ? Malheureusement, contrairement là encore à ce que tous les démagogues disent, un tel travail, c'est 10 ans et c'est 700 millions d'euros. C'est minimum 10 ans ? Minimum 10 ans et 700 millions d'euros de budget. Mais nous le ferons parce que cette ligne en a besoin. Et ce sera la seule ? Aujourd'hui, la ligne 4 est en train d'être automatisée. Et le prochain projet que nous soutiendrons, ce sera celui de la 13, la ligne 1 et la ligne 14, ayant circulé normalement comme vous le savez. Mais tout le réseau a vocation à être automatisé à terme ? Toutes les lignes nouvelles qui seront construites, toutes les lignes du Grand Paris seront automatiques. Vous avez obtenu, avez-vous dit, de haute lutte le remboursement du pass Navigo pour le mois de décembre. C'est fait ? Les gens peuvent se faire rembourser ? Alors, vous savez qu'il a fallu convaincre la SNCF et la RATP, c'est unique dans leur histoire. Ils ont accepté de rembourser intégralement le pass compte tenu des souffrances vécues. Est-ce que maintenant, on peut obtenir son remboursement ? Alors, attention, il y a des arnaques, il y a des faux sites qui se sont créés. Le vrai site de remboursement ouvrira le 31 janvier. Ce sera pas un site avant. Île-de-France C'est pas la peine Mobilité. d'essayer de se faire rembourser avant non, et vous savez, cette semaine. il va y avoir plus de 2 millions de demandes de remboursement. Donc le 31, vous êtes formel. Donc il faut un site qui ait la capacité d'absorber ce flux. Ouais. Le 31 janvier, il s'appellera mondédommagementnavigo.com. Mondédommagement avec 2 M, parce qu'il y a un petit plaisantin qui a retenu l'adresse mondédommagement avec un M. Mondédommagement.com. Non, mondédommagementnavigo.com. Navigo.com. Attention aux arnaques. 31 janvier. On essaye de vous extorquer, j'imagine, vos numéros de carte bleue, etc. Non, les numéros de passe Navigo pour se faire rembourser à votre place. Donc surtout, ne pas le faire avant cette semaine, vendredi en l'occurrence, 31 janvier. La Chine, en proie ou plutôt victime d'une épidémie du coronavirus, est-ce que vous êtes rassuré par les mesures qui sont prises, notamment en particulier dans l'aéroport de Roissy, pour les touristes, plutôt les Chinois qui arrivent de Chine ? D'abord, je voudrais avoir une pensée pour tous les Chinois, parce qu'aujourd'hui, ils vivent dans une inquiétude extrême face à ce virus, et nous avons tous une pensée pour les habitants du Wuhan. Alors aujourd'hui, savoir si les mesures qui sont prises par le gouvernement sont suffisantes, moi, là encore, je n'ai pas l'expertise pour le dire. Je fais confiance aux autorités sanitaires, et nous appliquerons dans les transports d'Île-de-France toutes les mesures qui seront prescrites par les autorités sanitaires, s'il doit y avoir des restrictions. Mais à ce moment-là, il faut que les autorités sanitaires se prononcent. De quelle nature, les restrictions ? Quelles qu'elles soient, à condition que les autorités sanitaires nous les demandent, nous les appliquerons. Il y a combien de touristes chinois dans l'Île-de-France chaque année ? Chaque année, on n'est pas loin de 100 millions. C'est le plus gros contingent d'étrangers qui visitent l'Île-de-France ? Non, on n'est pas loin de 100 millions de touristes chinois dans le monde. Non, mais en Île-de-France. En Île-de-France, on est à plusieurs millions de touristes chinois. Plusieurs millions, oui. Et c'est le plus gros contingent. C'est un des gros contingents. Le plus gros contingent, c'est les Américains. Et vous craignez un impact économique ? Pour l'instant, vraiment, cette tragédie couvre tout. Il faut attendre la fin de l'hiver et peut-être un retour à la normale, la fin de l'épidémie. Non, je ne pense pas que le sujet soit économique, il est d'abord sanitaire et humanitaire. Vous ne voulez pas l'aborder sous cet angle-là, c'est sanitaire et humanitaire, et on doit évidemment tout faire pour éviter la propagation de l'épidémie en Europe. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été ce matin sur LCI. C'est à vous Pascal. Merci Elisabeth, et évidemment vous avez abordé les municipales.